Louville Morin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation dans notre émission le jour où tout a commencé, et également pour nous accueillir dans votre résidence de Zurich. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je rappelle que vous dirigez Exocorp, premier groupe mondial d'exosquelettes à vocation médicale, avec votre frère Nance qui lui vit à Los Angeles. Vous avez eu un parcours des plus atypiques, enfant vous avez été recueilli par un couple d'agriculteurs près de Genève, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le voile que vous levez sur la manière dont tout est arrivé, la manière dont vous êtes arrivé en Suisse. Oui, ça reste douloureux, même 40 ans après, mais je pense qu'il est temps de faire éclater la vérité, surtout qu'elle est aussi porteuse d'espoir. Je vous en prie, racontez-nous. Voilà, mon frère et moi, nous étions ce qu'on appelle en France des enfants de la DAS. J'avais 10 ans quand nous avons été dans une famille d'accueil dans un petit village du Cantal, à Jalès, pour être précise. Nous avons été accueillis par un couple, Roger qui était chef de garde de la petite gare de Jalès et sa femme Denise qui était femme au foyer. Les souvenirs que j'ai sont solitude et désolation. On pense souvent que les familles d'accueil le font par humanisme, mais là c'était juste un complément de revenus. En 4 ans, ni Denise, ni Roger n'ont manifesté à notre égard la moindre affection. Et je pense surtout à mon frère Nance qui avait une infirmité à la jambe. Nous habitions à la gare et celle-ci était à plusieurs kilomètres de la première maison habitée. Le caractère irascible de Roger associé à celui lunatique de Denise faisait que les rares copains de classe qui n'étaient pas rebutés pour fréquenter des enfants de la DAS l'étaient inexorablement par la distance à parcourir pour se faire rabrouer par nos gardiens. Du coup, nous nous retrouvions seuls avec nous-mêmes, sans pouvoir quitter les alentours de cette gare. Si pour les autres enfants les vacances étaient attendues avec soulagement, pour nous, c'était l'assurance d'une longue période d'ennui. Nous avons vraiment vécu ces années comme un enfermement. L'enfer vert, si l'on peut dire. Les choses se sont surtout dégradées quand la SNCF a décidé de fermer la gare, sans savoir ce qu'ils allaient faire de Roger. Les jours étaient rythmés par les 3 trains journaliers, celui de 7h39, celui de 12h15 et celui de 19h23. Les trains ne s'arrêtaient plus, mais Roger surveillait le quai, 3 fois par jour. Le temps disponible entre ces horaires était essentiellement destiné à la boisson. Je vous laisse imaginer les journées. Avec mon frère, nous n'en pouvions plus. Nous voulions partir, découvrir le monde. Beaucoup de gens pensent que l'Eldorado se trouve en Amérique. Pour nous, c'était la Suisse. Je crois que cette idée nous est venue après avoir vu un reportage à la télévision. Plus le temps passait, plus cette idée s'imposait à nous. Et un jour, au lieu d'aller à l'école, nous sommes partis avec nos 2 petits sacs. Le plan était assez simple. Récupérer les économies que Denise cachait dans l'armoire, suivre la voie ferrée jusqu'à la prochaine gare à 30 km et prendre le train pour la Suisse. Nous ne voulions pas emprunter la route car nous pensions, à tort, que Roger préviendrait les gendarmes et que c'était là que nous pouvions nous faire repérer. J'ai su bien plus tard que Roger et Denise n'en avaient rien fait car ils avaient trop peur de perdre leurs allocations. Ces 30 kilomètres ont vraiment été très longs. Surtout pour notre frère qui avait beaucoup de mal à marcher. C'est en fait là que nous avons décidé que si nous nous en sortions, nous créerions un système pour aider les personnes handicapées à marcher. Cette idée ne nous a jamais quittés et ne nous a pas trop mal réussi, je crois. Nous pensions atteindre la gare dans la journée, mais il a fallu se rendre à l'évidence que ce n'était pas possible. Louve, je te jure, j'en peux plus. Allez, encore 1 kilomètre et on peut s'arrêter pour la nuit. Non, mais je te jure, j'en peux plus. Si, allez, on y va. Allez. Nous avons donc passé une nuit à la belle étoile. Heureusement, mon frère avait réussi à faire un feu. Ce feu, je le vois encore. C'était comme un ange qui veillait sur nous au milieu de nulle part. Nous n'avons quasiment pas dormi, à l'écoute de tous ces bruits inhabituels, parfois effrayants. Et nous ne voulions surtout pas que ce feu puisse s'éteindre.
à 10 et 14 ans, seul dans la nuit, il vous passe plein d'idées en tête. C'est quelque chose de difficile à décrire. Le lendemain, nous avions atteint la gare du Lorient. Même épuisé, le fait d'atteindre notre premier objectif était comme une drogue. Là, nous avons pu prendre un train en direction très approximative de Genève. Le trajet était interminable. Et finalement, nous avons débarqué à Thonon. Pourquoi Thonon ? Dans le train, nous avions sympathisé avec un type bizarre, à qui nous avions avoué notre projet, et qui nous avait expliqué que, compte tenu du contexte de la situation internationale, la frontière était complètement fermée, et que notre seul espoir de gagner la Suisse était de trouver un passeur qui nous ferait traverser le lac de nuit, en bateau. Il en connaissait un, à Thonon, qui se faisait appeler Marco. On le trouverait sur le port, le Marco. Sur le port, on l'a effectivement trouvé. Il voulait 500 € pour la traversée. On était prêt à donner tout ce qu'on avait. C'était 235 € et 60 centimes exactement. Finalement, il a accepté. Nous avons quitté le port à la tombée de la nuit. Dans ce bateau, nous ne laissions pas seulement les côtes françaises derrière nous, nous laissions aussi toute la lourdeur de notre passé. Nous vaguions vers l'avenir, vers la liberté. Au milieu du lac, il a coupé le moteur et a dit qu'on devait se cacher dans la cabine, qu'il pouvait y avoir des contrôles. Et c'est là qu'il s'est jeté sur moi. J'étais tétanisée. Et d'un coup, j'ai senti son corps abandonné de toute force. C'était devenu un poids mort sur moi, d'une lourdeur incroyable. Je l'ai repoussé et j'ai vu mon frère se tenir droit. Il avait son couteau à la main. Il venait de tuer notre passeur. Louf, comment on va faire pour regagner les côtes suisses? On va suivre le GPS, il indique le nord. Nous avons tout de même réussi à regagner la côte suisse. Nous avons abandonné le bateau. Et nous avons gardé le silence sur cette affaire. Quand on nous a retrouvés, on était dans un état lamentable, presque mort de faim. La suite, vous la connaissez. On n'a jamais dit qu'on était français. Pour mon frère et moi, ce voyage a été une véritable introspection. Nous n'oublierons jamais les paysages que nous avons traversés, à la fois féeriques et diaboliques, comme chacun d'entre nous. C'est à ce moment-là qu'on s'est révélés l'un à l'autre. On a appris plus tard que le passeur... la police pensait à un règlement de compte. C'était quelqu'un qui était déjà connu des services de police. Louf Villemorin, si vous aviez un mot de la fin pour conclure cette émission, quel serait-il ? L'imagination, la vie n'ont pas d'autre limite que celles que nous leur fixons. Croyez en vos rêves.